Chers amis, je vous propose que nous commencions notre webinaire qui porte comme thème aujourd'hui PME et ETI face à l'extraterritorialité des lois. Ce webinaire est un webinaire donc destiné à nos amis des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, et nous sommes heureux de pouvoir organiser cet événement avec le Club des exportateurs et sa présidente Christina de Obaldia. Nous avons un sujet qui est aujourd'hui essentiel puisqu'il est au fond au cœur des nouvelles stratégies des relations internationales et de la gouvernance mondiale. Ce sont les États-Unis qui, les premiers, avec une certaine puissance, ont organisé les choses de telle manière à ce qu'ils puissent imposer leurs lois à ceux qui, à un moment ou à un autre, ont des partenariats avec eux. La plupart du temps, c'est naturellement lié au business en dollars. Ça peut être d'autres critères qui font qu'à un moment ou à un autre, les États-Unis estiment que les règles américaines doivent s'appliquer à un certain nombre de leurs partenaires. Et c'est comme ça que nous avons vu qu'une entreprise comme Total a dû fermer ses centres en Iran, tout comme on a vu Peugeot fermer ses usines en Iran aussi, parce qu'à ce moment-là, c'était leur présence aux États-Unis qui était en cause. Et puis, naturellement, on voit que les choses se poursuivent. Et on a vu aujourd'hui, avec un certain nombre de difficultés, grosso modo, tous ceux qui sont exposés à un commerce international en dollars devoir se sentir concernés et imposés par cette extraterritorialité. Puisque notre gouvernance mondiale aujourd'hui est très marquée et très tendue autour de cette guerre froide entre la Chine et les États-Unis, beaucoup craignent que la Chine aussi applique ces règles d'extraterritorialité, et ce qui font que les entreprises seront de plus en plus contraintes, en tout cas elles le craignent, de devoir choisir entre les partenariats avec l'Ouest ou les partenariats avec l'Est. C'est quand même une terrible interrogation et c'est naturellement quelque chose qui peut se poursuivre si la guerre froide se prolonge, ce qui n'est pas l'intérêt du commerce international et de la gouvernance mondiale. Ce sont les sujets qui vont nous rassembler aujourd'hui, qui vont rassembler nos réflexions et qui vont générer nos débats. Et je suis très heureux que nous puissions avoir vraiment des échanges concrets sur ces sujets, compte tenu du public entrepreneurial qui est aujourd'hui le nôtre. Nous avons la possibilité de poser des questions les uns les autres. Nous allons entendre nos différents orateurs et différents invités, mais nous avons la possibilité de poser des questions. Il y a une petite icône qui est en bas de votre écran si vous avez un ordinateur, qui est en haut de votre écran, questions-réponses si vous avez un iPad. Et là, vous pouvez poser les questions et Serge de Gallet va fédérer et rassembler différentes questions et interviendra dans la dernière partie du débat pour exprimer vos interrogations et vos inquiétudes ou vos solutions. C'est donc comme cela que nous pouvons procéder. Nous allons entendre nos différents orateurs, puis on aura un débat à partir de vos questions. Je vais laisser la parole d'abord à Christina de Obaldia, la présidente du Club des exportateurs, puis ensuite à Thierry Prêcheur qui animera et présentera ce débat. Je vous laisse entre de bonnes mains et je dis à Madame la Présidente, you have the floor. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je salue tous les auditeurs et également tous nos panélistes présents ici et toute l'équipe de la Fondation Prospective et Innovation qui a œuvré avec le club pour organiser ce webinaire. Donc, je me réjouis vraiment de cette nouvelle collaboration, une de plus, sur le sujet de plus en plus omniprésent et menaçant également que l'extraterritorialité des lois dans un contexte de guerre économique mondiale. Donc, votre présence nous est précieuse et effectivement, vous avez bien rappelé que notre partenariat s'inscrit dans le temps puisque depuis 2016, nous abordons des sujets cruciaux pour nos entreprises exportatrices ensemble, essentiellement de PME, tous secteurs confondus qui constituent le socle de notre club.
Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, quelques mots sur le club. C'est la plus ancienne club des exportateurs de France, c'est la plus ancienne association, loi de 1901, à but non lucratif en France, dédiée au commerce international, à sa promotion, et composée de bénévoles. Donc, c'est un réseau de chefs d'entreprise, essentiellement des PME, organisés en délégations régionales, telles que l'Île-de-France à Paris, Lorraine à Nancy, Auvergne-Rhône-Alpes, Isère à Grenoble, Occitanie-Est 3M à Montpellier et la toute nouvelle délégation en Champagne-Ardenne. Chaque délégation est composée des adhérents régionaux et animée par un président local. Donc, nous sommes vraiment très proches des territoires. Nous sommes ancrés dans le territoire. Nous comptons également parmi nos membres des cabinets conseils spécialisés à l'international, ainsi que des représentants institutionnels, notamment Bercy et d'autres institutions. Nous sommes domiciliés donc à Paris, à Business France, pour ce qui est de la structure nationale qui est partenaire historique du club. Quelle est la mission du club? C'est de partager les bonnes pratiques entre les membres, sympathisants et partenaires sous forme de rencontres régulières dans une ambiance conviviale, mais qui est perturbée par la crise sanitaire, et faire intervenir des experts, comme nous le faisons aussi aujourd'hui, sur des sujets d'actualité qui tiennent à cœur à nos exportateurs. Voilà. Donc, vous trouverez d'autres détails sur notre site www.club-export.fr. Aujourd'hui, le thème abordé, c'est l'extraterritorialité des lois américaines, mais aussi chinoises ou autres. Donc, ce phénomène touche non seulement les grands groupes, comme nous l'avons vu avec les aléas de la BNP Paribas ou Alstom aux États-Unis, Total en Iran, justement, mais aussi les petites et moyennes entreprises françaises travaillant à l'international dans un contexte actuel très difficile. C'est pourquoi il nous a paru important de prévenir plutôt que guérir en les sensibilisant à la portée de ces lois. Et aussi, elles connaissent peu les risques finalement liés à l'extraterritorialité des lois d'un État étranger qui pourrait leur nuire dans le pays où elles ont décidé d'exporter. Donc, les critères définis par les lois extraterritoriales d'un État étranger peuvent donner lieu à poursuites pour les motifs tels que la corruption ou les sanctions vis-à-vis de notre pays. Et l'Iran est un exemple flagrant. Et comme par le passé, quelques représentants de nos structures nationales du club ont bien voulu accepter d'intervenir à ce webinaire. Je les en remercie vivement. Thierry Précher, délégué général du club, Maître Richard Kliman, administrateur national, également Marc-Aurèle Andrieux, qui est notre témoin, qui est secrétaire général du club. Et je remercie également de sa contribution M. Ali Laïdi, invité de la Fondation. Notre modérateur vous présentera dans quelques instants chaque panéliste, mais avant de lui passer la parole, pour t'éviter de te présenter toi-même, Thierry, quelques mots sur ton parcours, que je pense que c'est intéressant de le connaître. Donc, tu es actuellement délégué général du club, conseiller du commerce extérieur de la France en Lorraine, membre Business Angels Est dans le Grand Est, donc c'est un réseau du business, des Business Angels, et membre de diverses associations comme ECTI, par exemple. Alors, tu as fait une carrière à 100% à l'international pour Pont-à-Mousson, puis pour Saint-Gobain-PAM, puis Saint-Gobain jusqu'en 2019, principalement dans le secteur des canalisations pour l'eau potable et l'assainissement. Tu as été expatrié comme agent général, délégué de Pont-à-Mousson, d'abord pour le Moyen-Orient, basé au Caire en Égypte, puis pour l'Afrique, l'océan Indien, à Nairobi au Kenya, et ensuite tu deviens directeur du commerce international de Saint-Gobain-PAM jusqu'en 2017, en charge de l'export à partir d'unités de fabrication en Europe, Brésil, en Chine, et au travers de 21 plateformes de commercialisation à travers le monde. Donc, ton expérience à l'international sur 5 continents est absolument imbattable. Tu es également l'homme de grands contrats, le plus grand étant situé dans le Golfe, mais aussi un peu partout dans le monde, en Eurasie, Amérique latine, en Asie, en Australie, en Afrique. Donc voilà, je pense que cette expérience nous est très précieuse. Tu pourras contribuer aux échanges en connaissance des causes. Je pense que tu as eu affaire à beaucoup de cas, des effets de cette extraterritorialité des lois. Et actuellement, c'est à toi de jouer. Je te donne la parole, cher Thierry, pour présenter d'autres panélistes comme tu sais bien le faire. Merci. Équipe pour l'excellent accueil et l'aide de préparation de ce webinaire.
Alors malheureusement, donc, nous venons juste d'apprendre que M. Denis Simolo ne pourra pas se joindre à nous avec un empêchement de dernière minute. Je vais donc vous présenter nos intervenants qui vont exposer leur point de vue successivement pour 10 à 15 minutes chacun. Alors, fondamentalement, donc, M. Ali Laïdi, nous connaissons tous M. Ali Laïdi comme chroniqueur à France 24, responsable du journal de l'intelligence économique. Alors, vous êtes directeur en sciences politiques, chercheur à l'IRIS, spécialiste, grand spécialiste de la guerre économique, et vous avez enseigné de nombreuses années à Sciences Po à Paris et ailleurs. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages. Alors, il va falloir faire une synthèse de tout ça, vous en avez fait tellement. Mais donc, le dernier, c'est le livre « Les batailles du commerce mondial, penser la guerre économique avec et contre Michel Foucault » chez PUF, qui nourrit le concept de guerre économique d'un point de vue philosophique à partir des outils de Michel Foucault. Bon, en 2019, vous avez publié « Le droit, nouvelle arme de guerre économique », comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes. Je crois qu'on est en plein dans notre sujet ce soir. Ali Laïdi a également travaillé sur le terrorisme. Il a rédigé de nombreux articles dans la presse française, ainsi que 2 livres sur le terrorisme islamique, dont le djihad en Europe en 2002. Vous êtes intéressé depuis 1996 aux problématiques d'intelligence économique et de guerre économique en publiant, je ne cite que les titres, Les secrets de la guerre économique, en 2004, Retour de flamme, comment la mondialisation a accouché du terrorisme, sérieux sujet, Les États en guerre économique, Aux sources de la guerre économique, et enfin, Histoire mondiale de la guerre économique. Donc nous avons affaire à un grand spécialiste et nous sommes très honorés. Alors, je vais maintenant présenter notre spécialiste du Club des exportateurs, qui est maître Richard Kliman. Alors, Richard est un avocat qui est inscrit au barreau en France et il habite depuis 30 ans, à Grenoble notamment, et il est inscrit comme avocat en Angleterre. Il est administrateur du Club des exportateurs de France et président d'honneur de la délégation Rhône-Alpes. Alors, son cabinet est Auriel Avocat. Il a une expérience dans les domaines tels que la microélectronique, le BTP, les gaz industriels, l'énergie, et il travaille géographiquement en Europe, pour l'Afrique ou sur l'Afrique et au Moyen-Orient. Alors, Richard est engagé dans l'accompagnement des PME-PMI pour leurs activités du commerce international, c'est-à-dire intervient comme conseil pour la négociation des contrats, que ce soit vente, sous-traitance, contrat de chantier, etc. Richard a eu l'idée intéressante d'envisager l'ouverture d'un bureau d'avocat en Iran, avant que cette idée soit torpillée par les actions extraterritoriales de l'administration Trump. D'ailleurs, ce serait bon d'en discuter parce que je pense que ça ne date pas de Trump, les complications pour l'Iran. Enfin. Alors, Marc-Aurèle Andrieux, maintenant, notre témoin. Marc-Aurèle Andrieux est le président du directoire d'une PME qui s'appelle Régulateur Georgin. Il est secrétaire général du Club des exportateurs de France. Alors, Régulateur Georgin est une très belle PME française créée en 1939, à rayonnement international, qui travaille dans le domaine de la sécurité des procédés industriels, avec une expertise très pointue dans l'interfaçage de signaux électriques ou la détection de grandeur physique dans des environnements à risque comme explosion, irradiation, forte chaleur, grand froid, pression extrême, enfin les situations les plus difficiles. Alors, cette entreprise intervient auprès de grands donneurs d'ordre dans l'énergie, le ferroviaire, la pétrochimie et globalement toutes les industries, entreprises présentant des risques potentiels. Comme président du directoire, Marc-Aurèle Andrieux s'intéresse aussi à l'activité sociale et sociétale des industries, notamment à l'international. Il a donc une dimension un petit peu supérieure par rapport à la moyenne, je dirais. Et puis, il est membre du Club des exportateurs. L'entreprise de Marc-Aurèle Andrieux, Régulateur Georgin, parce qu'orientée vers l'export, a été régulièrement confrontée à certains aléas, disons, géopolitiques. Voilà pour la présentation des intervenants. Maintenant, je vais redonner une précision pour nos participants. Donc, on vous l'a déjà dit, mais on va le répéter pour être sûr. Vous, les participants, vous avez donc la possibilité de poser des questions par écrit. Ceci peut se faire en cliquant sur la bulle Q+R, qui est située en bas de votre PC, si vous avez un PC, donc, et en haut, si vous avez un iPad. Alors, nous grouperons ces questions et demanderons aux intervenants de répondre. Ceci se fera après les interventions, donc en fin de webinaire. Voilà.
Donc, je vais laisser la parole à Ali Laïdi en le remerciant d'avance. Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Christina de Obadia. Merci, Monsieur le prêcheur, pour cette invitation. Merci à tous pour l'écoute. Alors, c'est vrai que moi, je suis un spécialiste de la guerre économique et donc c'est la violence dans le champ économique qu'on n'a jamais étudié en France qui m'intéresse et que j'ai envie de mettre en avant. Alors, moi, j'ai toujours montré dans mes travaux que les Américains étaient de rudes guerriers économiques, et ça ne date évidemment pas de Trump, mais bien dès la constitution de cet État au XVIIIe siècle. Il y a une réflexion profonde qui ne fait que s'illustrer à travers les présidents, et j'ai toujours pensé qu'il y avait un piège Biden vis-à-vis de nous, Européens, c'était de croire que l'élection d'un démocrate allait nous permettre de retrouver des relations plus apaisées avec les États-Unis. Or, je pense que c'est vraiment le rapport de force qui est en train de s'installer est structurel avec nos amis américains. Il est d'autant plus structurel que, évidemment, ça en plus s'insère dans une relation d'une guerre technologique, voire d'une guerre froide sino-américaine, qui fait que, contrairement à nous, les Européens, les Chinois ont toujours été dans une position de réciprocité par rapport aux problématiques qu'ils affrontent et que nous avons affrontées. Donc, en ce qui concerne le droit extraterritorial, les Chinois ont décidé carrément de jouer le miroir et de répondre en donnant coup pour coup sur l'extraterritorialité du droit américain. Je vous l'ai dit, on aurait pu penser que Biden allait nous sortir de ces 4 années de Trump où le président des États-Unis nous déclare ouvertement qu'il aime les guerres commerciales parce que, estime-t-il, elles sont facilement gagnables de la part des États-Unis. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Moi, ce que je constate, c'est tout simplement un réarmement économique de l'ensemble d'une grande partie de la planète, avec évidemment nous, Européens, un petit peu en retard. Mais il y a vraiment un réarmement économique qui commence évidemment, pour le plus gros, ce qu'on constate, par 2016 avec l'élection de Trump, le Brexit, qui ne fait que s'accentuer avec les conséquences du Covid et des mots qui ressortent, qui étaient destinés aux oubliés de l'histoire, mais qui ressortent: souveraineté, puissance, relocalisation des industries, etc. Donc tout ça, ça parle. Et ça veut dire concrètement que nos Américains poursuivent ce réarmement économique qui ne date pas de Trump, mais qui est poursuivi par la nouvelle administration américaine, qui n'a pas remis en cause déjà un certain nombre d'outils qui avaient été mis en place par les différentes administrations précédentes, mais qui remet en plus du couvert en ce qui concerne les lois extraterritoriales. Donc, ça va se déclencher sur un certain nombre d'axes que sont évidemment le renseignement, la captation d'informations grâce notamment avec le Cloud Act de 2018 au détriment des entreprises européennes. C'est les sanctions avec tous les systèmes de sanctions et d'embargo. C'est l'export control qui a été radicalisé à travers l'ECRA, qui est l'Export Control Reform Act, là encore de 2018. C'est la bataille qui va se jouer sur les données et c'est de nouveau, en ce qui concerne l'administration américaine, vous l'avez vu il y a quelques jours encore, avec le sommet virtuel des démocraties, où l'un des 3 points qui a été mis sur la table pour discussion entre les démocraties, les États-Unis ont tout simplement mis comme l'un des 3 points la lutte contre la corruption. Et dans la foulée, ils ont publié sur le site de la Maison-Blanche une stratégie de lutte contre la corruption. Et dans cette stratégie, qu'est-ce qu'on voit? On voit en effet que les États-Unis vont donner la possibilité aux sociétés de renseignement économique de pouvoir dénoncer des cas en apportant des preuves sur des cas de corruption. Et à partir de ce moment-là, ces sociétés de renseignement économique pourront obtenir un pourcentage des amendes qui auront été données lorsque l'entreprise aura été poursuivie. Donc, autrement dit, évidemment, ça expose encore plus la problématique des entreprises et le risque des entreprises. Donc, il y a un réarmement côté États-Unis. Parallèlement,
On a vu aussi le réarmement de la Chine avec ce système de miroir et de réciprocité, avec une loi sur le renseignement qui dit en gros, vous êtes citoyen chinois, peu importe, vous devez collaborer lorsque vous avez une demande des autorités de sécurité et de renseignement chinoises. Donc ça, c'est très important. Et ça ne sert à rien après qu'on essaie de comprendre si Huawei ou pas a des bagues d'or. À partir du moment où Huawei est chinois, il se pliera à la loi chinoise qui oblige tout Chinois à travailler avec les services de renseignement et de sécurité chinois. Ensuite, vous l'avez vu, en juin dernier, une loi contre les sanctions, donc essentiellement évidemment dirigée contre les sanctions américaines, mais qui a une portée très forte extraterritoriale, dans le sens où cette loi contre les sanctions eh bien, va pouvoir sanctionner des entreprises ou des entités qui auraient suivi directement ou indirectement une décision d'une juridiction étrangère. Autrement dit, si vous êtes européen et que dans la décision d'une juridiction américaine, vous êtes concerné et que vous devez l'appliquer et que ça implique une entreprise chinoise, dans ces cas-là, vous pouvez aussi tomber dans la juridiction chinoise. Donc, vous imaginez la prise en étau de la problématique. Ensuite, l'export control, ben oui, ils ont fait comme les Américains. Ils ont regardé leur capacité aussi à innover et ils considèrent que toute exportation de leur capacité à innover eh bien, entrera dans leur champ d'application et donc décideront, oui ou non, si une partie de leur produit qui sert à un produit plus global pourra être réexportée, tout comme le fait ITAR ou ECRA aux États-Unis. Et enfin, sur les données, là aussi, ils ont décidé de voter une loi qui a une portée extraterritoriale, puisque vous le savez, toute entreprise étrangère qui travaille en Chine a l'obligation de laisser toutes les données en Chine et de ne surtout pas les faire sortir de Chine. Donc là encore, on a un réarmement économique de la part de la Chine. Et au milieu, évidemment, on a aussi quand même une réaction de l'Europe depuis 2016. C'est la date où on revoit de la part de la Commission des textes sur les outils de défense économique, avec notamment tout ce qui concerne la lutte contre le dumping, etc. On voit en 2017 le fameux règlement sur le filtrage des investissements étrangers, dont le premier rapport est sorti récemment. On nous promet une loi un règlement ou une directive sur toutes les problématiques de non-réciprocité dans l'accès notamment au marché public étranger, alors que le nôtre, celui des Européens, est très largement ouvert. Donc, on a vraiment un réarmement économique qui fait qu'on doit encore on risque encore de nouveau de se retrouver victime de l'extraterritorialité américaine, mais demain, très, très rapidement, de l'extraterritorialité chinoise qui, en plus, va s'exprimer avec un formidable outil qu'ils ont mis en place, qui est les routes de la soie, qui fait qu'en effet, la plupart des contrats étant signés sur la base de droits chinois, évidemment, les partenaires éventuels sur ces routes de la soie risquent de tomber dans la juridiction chinoise avec la création d'un certain nombre de tribunaux d'arbitrage en Chine. Donc, vous voyez que ce réarmement économique, à la fois du côté américain et à la fois du côté chinois, nous pose question à nous et pose question de la place de nos entreprises dans cette bataille économique entre ces deux géants. Et la question, c'est en effet de se dire, est-ce qu'il faut réagir et comment réagir par rapport à ces deux réarmements économiques. Voilà ce que je peux dire déjà en introduction, en 10 minutes, voilà, j'ai fait 10 minutes pile. Vous pouvez prolonger de 5 minutes si vous avez quelques compléments à je le faire. ferai à travers des questions s'il y en a. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Daidi. Bien, écoutez, je vais laisser la parole à Richard, qui va ouvrir son micro. Je pense que c'est fait. C'est fait, merci beaucoup. Très bien. D'abord, Thierry, merci pour cette introduction. Merci à Jean-Pierre Raffarin, effectivement président de la Fondation Prospective et Innovation. Merci à Cristina de Robaldia, président de notre club, le Club des exportateurs de France, pour cette invitation à vous parler ce soir.
On me demande de brosser un tableau général des lois à application extraterritoriale, les champs couverts et les risques encourus. Donc, on va passer 10 à 15 minutes sur ces points-là. Merci Ali pour l'introduction et je vais essayer d'intervenir en complément de vos indications et de vos aperçus très, très pertinents. Commençons avec le mot extraterritorial. Par rapport à la loi, c'est une chose étrange. Qui fait les lois? Ce sont des législatures élus, des gouvernements élus, et gouvernement et législature sont des animaux de droit national. Pour enfoncer un clou qui est bien évident, l'Assemblée nationale, le Sénat français promulgue des lois concernant le territoire français et concernant généralement les Français et les étrangers sur le territoire de la France. C'est une tradition dite westphalienne d'une conférence qui remonte si j'ai bonne mémoire, au XVIIe, XVIIIe siècle en Allemagne. Et c'est un principe qui veut que chaque pays légifère pour ses sujets et son territoire, et pas au-delà. Autrement dit, la tradition juridique est que la loi est territoriale. C'est resté ainsi pendant 200-300 ans. On voit au tout début du 19e siècle, dans certains empires, ma foi, très forts en Europe, une tentative d'étendre justement la loi nationale à l'ensemble du territoire de l'Empire, surtout en temps de guerre. Et en fait, comme Ali l'a très justement souligné, la tentation de l'extraterritorialité, la volonté d'appliquer ces lois au-delà de ses frontières et au-delà de ses citoyens, cette tentation s'exerce et se manifeste surtout en temps de conflit. C'est ainsi que Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu une grande tentation et un premier essai systématique de promulgation de lois extraterritoriales. Et de fait, après la Deuxième Guerre mondiale, on voit notamment les États-Unis prendre l'initiative dans ce domaine. Pourquoi les États-Unis? Premièrement, parce que, soyons francs, parce qu'ils peuvent. Pourquoi ils peuvent? Parce que d'ores et déjà, une large partie du commerce international est libellé en dollars. Et deuxièmement, le marché américain qui, fin 19e siècle, si j'ai bonne mémoire, était à peu près de la taille de l'économie italienne, après la Deuxième Guerre mondiale, est devenu probablement le marché national le plus important du monde. Donc, si vous voulez accéder au marché américain, si vous voulez manier des dollars dans vos affaires, vous devez d'ores et déjà faire référence au droit américain pour pouvoir jouer sur ces deux terrains. Un tout petit peu plus tard, on se positionne années 80, plutôt années 70. Fin des années 70, on voit l'Amérique, les États-Unis, qui jouent ce fameux rôle de gendarme du monde. Vietnam, tout ce qui est Moyen-Orient, etc. Si vous êtes gendarme du monde, ça vous donne un pouvoir exorbitant d'appliquer les lois disponibles pour ce rôle de gendarme. Et donc, première grande manifestation de la volonté américaine de se projeter par le biais de la loi au-delà de son territoire, avec la loi dite FCPA, Foreign Corrupt Practices Act
de 1977 sous le régime Carter. Donc, une loi toujours en vigueur aujourd'hui, peut-être plus que jamais, qui vise à supprimer, ou en tout cas s'attaquer aux pratiques de corruption. Je pense que l'intérêt pour la corruption et le besoin de légiférer vient à la fois d'une qualité morale, une position morale de la législature américaine, mais aussi d'un sentiment que ce n'est qu'en jouant le rôle de gendarme que les États-Unis vont pouvoir nettoyer les marchés internationaux sur lesquels ces entreprises essaient d'être compétitifs par rapport aux autres entreprises du monde. Donc, FCPA en 1977. Et en parallèle à cela, et dès les années 60, n'est-ce pas, nous voyons un régime de sanctions élevé par les Américains pour couvrir, par exemple, la situation au Cuba. Et ensuite, on voit d'autres pays qui sont englobés par le système des sanctions aux États-Unis, évidemment nés du conflit coréen, des sanctions imposées par rapport à tous ceux qui veulent travailler avec la Corée du Nord. Et ensuite, dans les années 80, on le sait, par le biais de la loi Helms-Burton dans les années 90, on voit des pays comme l'Iran et la Libye qui s'ajoutent à cette liste de pays visés par le régime des sanctions américains. Donc, ce sont des sanctions, on est bien d'accord, financières et économiques. Ce sont des sanctions qui visent à écarter les pays que je viens d'évoquer du commerce international. Et à ce titre-là, ces lois ne peuvent pas s'appliquer uniquement aux sociétés américaines. Pour être efficaces, pour isoler ces pays, il faut que tout pays au monde, tout acteur économique, peu importe où il se trouve, soit concerné. Et de fait, et c'est quelque chose à retenir, les interdictions de traiter avec les pays que je viens d'évoquer, les interdictions concernant les pratiques en matière de corruption s'appliquent à toute personne, à toute société. On verra qu'en Europe, et notamment par référence à la loi Sapin 2, nous avons une approche en matière de périmètre d'application plus limitative. Retenez donc que par rapport à la législation américaine, toute personne, toute société est concernée, toute pratique d'actes tendant à la corruption est interdite. Il n'y a pas d'exemption, il n'y a pas d'excuse. À retenir aussi que les Américains ont mis en place une bureaucratie très efficace pour veiller à l'application de ces deux régimes, régime corruption, régime des sanctions financières et économiques. L'une des difficultés qu'une entreprise peut rencontrer lorsqu'elle essaie de se défendre par rapport à une allégation de corruption, c'est juste l'efficacité, la puissance de broyage des organismes, donc des émanations du Department of Justice, département du Trésor américain. Je nomme l'OFAC, l'Office délégué à l'application du régime des sanctions financières et économiques. Vous avez en face de vous une forêt d'avocats à Washington avec qui il va falloir traiter si vous espérez vous faire entendre là-bas. Et tout cela coûte très cher, c'est très décourageant, c'est très administratif, très bureaucratique. Et évidemment, tout cela est fait pour décourager le PME-PMI qui espère se défendre face à la machine à broyer américaine.
Au-delà de cela, je voulais évoquer la Chine et l'antagonisme entre les États-Unis et la Chine qui existe. Ali l'a signalé dans sa présentation. Et cela se confirme sur tous les niveaux. Et pas plus tard qu'hier, dans la presse économique, l'administration Biden a listé 8 entités chinoises qui deviennent donc des entreprises interdites et qui sont soumises à embargo. Il nous est désormais interdit de vendre des produits de technologie à ces sociétés-là ou de les financer ou d'acheter des actions de ces sociétés qui sont cotées. Les 8 sociétés en question sont actives dans l'informatique quantique et dans le domaine des drones. Donc, tout cela se fait toujours par application du régime des sanctions financières et économiques administrées par l'OFAC aux États-Unis. Si on vient maintenant en Europe, on constate effectivement que dès 2010, l'Angleterre, à l'époque membre encore de l'Union européenne, a promu une loi qui s'appelle le Bribery Act, donc toujours une loi qui vise à supprimer la corruption. Cette loi est à certains égards encore plus exigeante que la loi américaine, la FCPA. Donc l'Europe, et donc bien sûr à effet extraterritorial. Donc l'Europe, la Grande-Bretagne n'a certainement pas comment dirais-je, à avoir la honte en matière de vigueur quant à la corruption et la volonté de la supprimer. La France a promulgué à son tour une loi sur le même sujet, c'est la loi Sapin 2 qui a été promulguée en 2016, mais la loi Sapin s'applique, il y a un seuil d'application en termes de taille d'entreprise, et donc si vous avez, je crois que c'est moins de 500 employés, si vous faites moins de 100 millions d'euros de vente, vous n'êtes pas soumis à la rigueur totale de la loi Sapin. Et comme Ali l'a évoqué, la Chine a appris à suivre l'exemple de l'Europe et avant cela des États-Unis. La Chine donc a promulgué une loi chinoise donc, contre la corruption en 2020, c'est tout récent. Et bien sûr, comme il se doit, cette loi est également à application extraterritoriale. Au-delà des thèmes classiques de loi extraterritoriale, je voulais dire, vous avez depuis 30 ans une inflation en matière de droit de la concurrence. Fut un temps où il y avait quelques pays en Occident qui avaient un régime concernant le contrôle des concentrations. Typiquement, les pays concernés étaient les 2 pays où se trouvaient les sièges des entreprises pensant à une opération de concentration. Dès les années 90, d'autres pays au monde ont vu l'intérêt de déclarer leur intérêt dans ces opérations de concentration. Pourquoi? Parce que pour obtenir le feu vert à telle ou telle opération concentration, vous devez soumettre un dossier très détaillé avec tous les détails de votre opération, les détails concernant votre chiffre d'affaires, vos marges, etc., etc. En gros, c'est un dossier qui a une valeur juridique absolument extraordinaire pour celui qui en a copie. Et donc, c'est ainsi que des sociétés pétrolières, par exemple, sont obligées de soumettre des dossiers d'autorisation à des pays où leur présence est relativement mineure,
mais 30-40 dossiers en Asie, en Afrique, bien sûr en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Donc, le droit de la concurrence est également une zone où la guerre économique extraterritoriale est exercée. Et le flux des données, Ali l'a évoqué également, le flux des données, à mon avis, va devenir sans doute l'un des champs de guerre les plus développés par la suite. On sait à quel point l'économie mondiale va être alimentée, va être constituée de données. Et donc, l'accès à ces données dans toute situation, peu importe où se trouvent les données, devient un enjeu absolument majeur sous prétexte, on va dire, sous forme d'excuses, contrôle des actions terroristes, etc., qui sont parfaitement légitimes. Les économies occidentales ouvrent les vannes et se permettent d'accéder à tout serveur placé où que ce soit, pour peu qu'ils puissent justifier d'un lien juridique quelconque par rapport à celui qui gère le serveur en question. Voilà en quelques mots l'état des lieux de l'extraterritorialité. Juste concernant les risques, la première risque qui n'est pas du tout stipulée dans une quelconque théorie, j'en ai pour une minute, Thierry, merci. Merci. Le premier risque, et je le dis, ce n'est absolument pas stipulé dans une quelconque loi, c'est la perte de réputation de votre entreprise. Si vous êtes reconnu coupable d'actes qui enfreignent à la fois le régime de corruption, le régime contre les sanctions, vous allez souffrir d'abord de la publicité autour. Mais évidemment, vous allez subir probablement une exclusion des marchés publics. Vous allez, dans certaines personnes, notamment les dirigeants des entreprises, vous allez être interdit de séjour ou vous allez avoir beaucoup de difficultés à obtenir des visas pour vous rendre dans les pays qui vous ont sanctionné, vous ou votre entreprise. Bien sûr, des risques de prison et au-delà de cela, les inévitables amendes levées contre votre entreprise qui peuvent atteindre évidemment des sommes tout à fait pénibles et c'est fait pour évidemment. Donc, je termine là-dessus avec les risques. Merci de votre attention pour cette partie-là. Bon, merci Richard. Alors, nous allons passer à Marc-Aurèle Andrieux, donc qui va nous apporter son témoignage sous forme de vidéo. Bonjour, je suis ici pour vous parler de l'extraterritorialité des lois, qu'elles soient américaines, chinoises ou européennes, et en ayant un focus plus particulier pour mon entreprise. Toutes les entreprises européennes sont soumises à ces lois, que ce soit lié à des embargos, qu'ils soient américains, on pense facilement à Cuba, à l'Iran, à la Russie à une certaine époque, et peut-être la Chine à venir, on verra. Il faut savoir que mon entreprise exporte plus de 50% de son chiffre d'affaires. Donc évidemment, on est potentiellement contraint par ce genre de législation. L'Europe n'ayant pas d'embargo concernant la Russie par exemple, bien entendu nous essayons tant bien que mal de travailler avec ce genre de pays et nous tombons parfois sous la législation américaine. Il est extrêmement compliqué de trouver des solutions pour pouvoir faire du business là où nous avons le droit de le faire. Je répète, mon entreprise est une société européenne qui ne traite pas en dollars, donc nous sommes soumis uniquement aux lois européennes. L'Europe nous autorise d'aller travailler là-bas. Les États-Unis semblent y trouver quelque chose à redire. Mais il n'y a pas que ce genre de choses. Nous tradons aussi avec la Chine. Et bien entendu,
les relations actuelles entre l'administration Trump d'abord, Biden ensuite, et Xi Jinping sont assez compliquées, suffisamment pour nous mettre quelques bâtons dans les roues. Mais il faut voir une chose, c'est que les États-Unis, entre autres, la Chine, dans une moindre mesure, utilisent surtout le droit international à des fins politiques et à des fins économiques exclusivement. Il s'agit clairement d'une guerre qui ne porte pas son nom, mais nous en sommes là. Et les entreprises, les PME comme la mienne, sont finalement la balle qui joue entre les deux camps, et c'est relativement compliqué de pouvoir faire du business. Je pourrais vous parler des différentes lois américaines. Le Cloud Act, par exemple, sans vouloir faire du business à l'étranger, il impose aux entreprises européennes, si nous stockons nos données sur le cloud, il impose à toutes ces entreprises de communiquer finalement toutes les informations à partir du moment où c'est stocké sur des serveurs américains. C'est une faille de sécurité relativement importante, surtout pour une entreprise qui travaille pour la défense. De la même manière, l'Europe a voulu se protéger en mettant en place donc toute la politique RGPD qui impose à toutes les entreprises internationales de bloquer la communication des informations de citoyens européens. C'est, je ne dirais pas un coup d'épée dans l'eau, puisque c'est une belle riposte, mais l'Europe est encore trop divisée pour pouvoir réellement protéger ces entreprises. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, en tout cas moi je ne suis pas là pour ça, je suis là pour parler business. Et on a besoin, un vrai besoin d'Europe, d'une Europe unie qui nous protège, nous tous Européens, non pas contre nos alliés et amis américains, chinois, mais pour pouvoir travailler avec eux avec des armes égales, de manière à ce qu'on puisse finalement tous se développer de la manière la plus efficace qui soit. Voilà, donc maintenant, on va peut-être redonner la parole à Richard, parce que là aussi, il y a des questions de ce genre. Alors, comment on peut appréhender tous ces risques et comment faire, quoi. Alors, il y a déjà des questions sur quelle monnaie utiliser. Enfin, j'ai pas mal de questions pratico-pratiques, si j'ose dire, hein, que j'ai expérimenté moi-même professionnellement, donc ce qui peut être parfois un peu délicat, mais enfin, comment faire? Comment faire, effectivement, la partie pratique de notre conversation. Comment faire lorsque vous êtes pris en tenaille entre parfois des lois absolument et complètement contradictoires. On a évoqué tout à l'heure la position de l'Europe qui a essayé de contrecarrer l'application des lois américaines en interdisant aux Européens d'obéir aux lois américaines, en les mettant à l'amende. Hein. De bonne mémoire, le non-respect de la loi européenne est sanctionné par un amende. Donc, vous êtes condamné sur quoi que vous fassiez. Il y a des... On passe beaucoup de temps sur les interdits, sur ça c'est impossible, etc., etc. Mon premier conseil dans tout ce domaine, c'est de bien mesurer les risques. Tout n'est pas interdit. Connaître les limites, la ligne à ne pas franchir dans chaque loi. Par exemple, le régime américain contre la corruption définit ce qui est envisageable, ce qui est raisonnable. Un déjeuner avec un client est encore, heureusement, raisonnable. Une invitation à un événement sportif peut être raisonnable ou pas selon la valeur de l'invitation, selon que vous invitez une personne ou l'intégralité de la direction commerciale ou la direction des achats de votre futur client.
mais sur le fond et en principe, une invitation est possible pour peu que vous mesurez si cette invitation est raisonnable et ce que vous espérez obtenir par rapport à cette invitation. Certaines pratiques dites normaux dans certains pays sont absolument reconnues. Dans certains pays, vous pouvez avoir besoin d'une protection de la police locale par rapport à vos locaux. C'est très souvent le cas. Certainement, j'ai vu ça en Afrique, au Moyen-Orient. Le fait d'acheter ces services de la police locale, si cette pratique est reconnue dans le pays concerné, cette pratique est parfaitement légale par rapport à une lecture de l'FCPA. Donc, premier conseil, connaître les limites et bien sûr contrôler votre conformité avec ces limites. Mais tout n'est pas interdit. Tout n'est pas interdit. J'ai évoqué tout à l'heure par contre l'interdiction absolue en matière de travail avec les personnes sous sanction. Cette interdiction-là est absolue. Hein. Si telle société, telle personne listée dans des listes publiées, d'ailleurs aux États-Unis comme en Europe, hein, si telle personne est listée et interdite, vous n'avez pas le droit de travailler avec lui. Là, il n'y a pas de nuance. Et donc, dans un premier temps, pour toute entreprise engagée dans le commerce à l'international, il convient de vérifier l'identité de votre partenaire, ou votre futur partenaire. Je viens d'évoquer l'existence de listes de personnes interdites. Hein. Ces listes sont publiées par l'OFAC et consultables sur le site de l'OFAC. Une liste équivalente, mais pas identique, mais pas du tout identique, mais une liste équivalente est publiée par la Commission européenne. Alors, moi j'ai téléchargé ces listes assez souvent et je dois avouer que donc ça arrive sous forme de tableau Excel, il y a à peu près 3000 lignes, 10 pages, c'est imbuvable. Et c'est très facile de se tromper en consultant ces listes. Donc, pour fiabiliser cela, il y a des services commerciaux, il y a des prestataires de services, Compliance as a Service ça existe comme offre et vous trouverez un certain nombre de prestataires payants, hélas, mais qui sont en mesure de vous aider pour éplucher ces bases de données et de vérifier d'abord si vous pouvez travailler avec telle ou telle personne, telle ou telle société. Deuxième chose à faire, dans la rédaction de vos contrats, ajouter des mentions qui, comme des petits cailloux blancs à travers la forêt, vous permettent de démontrer que vous avez pris un soin raisonnable dans votre volonté de rester en conformité avec la loi. Donc, des mentions concernant l'absence d'intention de blanchir de l'argent, concernant l'engagement des uns des autres de ne pas engager des activités susceptibles d'être appréhendées, réprimées par les lois concernant la corruption, etc., etc. Je sais très bien que ces textes sont connus, trop connus, jamais lus. J'admets. Bravo à celui ou celle qui a pris l'effort de lire ces clauses. C'est parfois utile. Mais nonobstant, ce sont des petits cailloux blancs. Vous devez de laisser ces cailloux blancs avec vous et derrière vous.
toujours dans le rayon rédaction des contrats, quelle est la monnaie de paiement de votre contrat? Est-ce qu'il faut nécessairement stipuler que le paiement est en dollars? Il faut savoir que tout paiement en dollars passe par un clearing à New York. Peu importe si le paiement en dollars intervient entre deux banques non américaines. Mais les États-Unis exigent que le passage de votre paiement passe par New York avant d'arriver à la banque de destination. Est-il nécessaire, est-il négociable, est-il envisageable de régler votre contrat dans une autre monnaie que le dollar? Maintenant, concernant le comportement de votre entreprise, et je crois que nous sommes tous d'accord lorsque je dis que il n'est pas envisageable de vous positionner comme une entreprise qui envisage consciemment d'enfreindre la loi. Vous devez donc démontrer, et c'est très important pour votre défense, pour asseoir votre position, c'est très important de pouvoir démontrer que chez vous, la culture, la manière de gérer, le message de la direction exécutive est aligné sur une position de conformité avec la loi. Et donc, pouvoir démontrer que vous avez une charte listant les comportements attendus de chaque salarié, démontrer que vous lancez des programmes de formation et notamment des programmes de formation visant les communautés, les fonctions à risque, service achat, service commercial. Démontrer en gros que votre entreprise est prête et applique une politique de conformité. C'est très important, la loi Sapin 2, je l'ai évoqué tout à l'heure, mandate et exige que les entreprises concernées suivent et appliquent ce genre de démarche. Toutes les entreprises, qu'elles soient soumises à la loi Sapin 2 ou pas, peuvent envisager ce genre d'action et cela peut s'avérer payant. Donc, si je résume les solutions, connaître les risques, connaître la ligne jaune à ne pas franchir et sentez-vous à l'aise pour aller jusqu'à la ligne jaune, premièrement. Deuxièmement, préparez-vous, mettez en œuvre une méthode, un système qui permet de démontrer, en tant que besoin, que vous connaissez les risques et vous avez pris des actions raisonnables pour éviter à votre entreprise d'encourir les foudres de l'OFAC ou des autres autorités qui appliquent ces lois extraterritoriales. Merci beaucoup, Richard. Donc, on a bien compris ton point. Alors, je vais peut-être poser, il y a en fait dans les questions, il y a deux, enfin, ça se résume à un grand chapitre, je vais peut-être s'adresser à M. Leidy, qui est en fait, en réalité, la Commission européenne qui s'est emparée du sujet avec des propositions de règlement publiées le 8 décembre et qui donc a pour objectif de mettre en œuvre un futur instrument anti-coercition. Donc, les gens sont au courant, mais ils se demandent si ça va marcher, quoi, et si ça va avoir un effet, quoi. Donc, l'objet est d'atteindre un effet dissuasif sur les pays tiers qui interfèrent dans les choix souverains de l'UE ou de l'État membre de l'UE en cherchant à obtenir la cessation, la modification ou l'adoption d'un acte politique, en particulier en appliquant ou en menaçant d'appliquer des mesures affectant le commerce ou l'investissement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? J'ai une question complémentaire là-dessus. Donc, voilà un grand chapitre, si vous voulez, de cette loi, parce que je crois que beaucoup de nos entrepreneurs sont… ça rejoint d'ailleurs ce que disait Marc Aurèle tout à l'heure, ont soif de savoir s'ils vont être défendus un jour par l'Europe, quoi, en gros. Alors, très clairement, je demande à voir. A priori, il n'y a pas d'espoir, très clairement, puisque en 1996, il y a bien eu un règlement de l'Union européenne sur la base de la loi Emse-Burton.
lequel règlement interdit à toute entité européenne de se soumettre à une juridiction américaine sur la base de la loi Helms-Burton. Pourtant, depuis 1996, qui est donc la date de l'entrée en vigueur de la loi Helms-Burton aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, toutes les entreprises européennes se sont soumises au droit américain, très clairement. Et jamais, à aucun moment, le règlement n'a été activé par la Commission européenne pour poursuivre une entreprise européenne qui s'était soumise. Donc, violation de la loi ouvertement de la part des entreprises et absolument aucune réaction de la part de la Commission européenne. Idem de l'autre côté, violation de la loi de 80 révisée plus tard, 62 révisée en 80, ce que les Américains ont appelé la loi de blocage, violation de la loi de blocage entre les débuts des affaires Alstom, c'est-à-dire début des années 2000, et les résolutions de toutes ces affaires Alstom, BNP, etc. Toutes ces entreprises se sont soumises à une juridiction américaine, ont violé la loi française, et il n'y a eu aucun article 40 déclenché par le ministère de la Justice, qui a très bien vu et assisté à la violation de cette loi, c'est-à-dire que toutes ces entreprises ont donné des milliers, voire des millions d'informations directement aux Américains sans passer par la voie normale diplomatique d'échange d'informations. Il n'y a pas eu de poursuite, d'où la proposition du rapport Gauvin, qui est le député LREM, qui dit qu'il faut appliquer la loi française, il faut même la durcir, parce que c'est en la durcissant et en l'appliquant surtout qu'alors la Cour suprême des États-Unis, ayant estimé que cette loi française n'ayant pas été appliquée, puisqu'elle a été appliquée une seule fois, n'ayant pas été appliquée, alors l'entreprise française devait d'abord se soumettre à la loi américaine avant de se soumettre à la loi française, parce qu'elle ne courait aucun risque à la violer. Autrement dit, c'est la Cour suprême des États-Unis qui a estimé la valeur d'une loi française. Donc, pour revenir à l'Europe, très clairement, je demande à voir, quand elle n'a pas fait le travail en 1996, elle est passée à côté d'une chance historique de régler une partie de la question, historique, c'est-à-dire que face à la loi Helms-Burton, l'Union européenne avait déposé plainte à l'OMC, mais Bill Clinton s'est engagé à titre personnel à ne pas utiliser le titre 3 de la loi Helms-Burton qui permet les poursuites. Et sur cette base de l'engagement moral de Bill Clinton, l'Union européenne a retiré sa plainte. Or, c'était l'occasion unique de voir comment une institution internationale pensait l'extraterritorialité dans le champ économique. Et on aurait eu au moins des arguments juridiques pour répondre. Donc, j'attends de voir. Ce qui est vrai, ce qui est vraiment vrai, c'est que depuis 2016, j'entends un autre langage à Bruxelles. J'y vais souvent. Et depuis même le Covid, vraiment, il y a une avancée dans les termes d'un point de vue lexical. C'est que maintenant, à la Commission, on ose utiliser le terme de souveraineté, on ose utiliser le terme de guerre économique. Et donc, on met en place un certain nombre d'outils pour répondre à ces problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises européennes. Donc, d'un point de vue lexical, il y a une avancée très claire de l'Union européenne. Toute la question, vous l'avez vu sur le texte sur la coercition et le prochain texte qui va arriver sur la réponse aux lois extraterritoriales, puisqu'ils nous promettent un texte là-dessus. Vous avez vu sur leur première réponse que sur la coercition, combien ils sont très prudents sur la mise en place des mesures de coercition, où ils insistent énormément en disant « nous allons d'abord parler ensemble avec les partenaires qui refusent d'appliquer les bonnes lois du commerce, etc. Et nous verrons vraiment en dernier ressort s'il faut appliquer la coercition ». Très simplement, on est entré dans un monde de guerre économique très fort et très simplement, il faut que le logiciel, à la fois à Paris et à Bruxelles, soit un logiciel où on accepte l'idée du rapport de force. Parce qu'on a beau dire aux entreprises, faites votre travail, appliquez la loi Sapin, veillez à payer un chief compliance à un bon niveau, qu'il ait un lien direct avec le plus haut niveau de l'exécutif de l'entreprise, faites des formations, etc. Encore hier, j'ai le cas d'une entreprise qui a lancé un bateau en Asie. Le bateau était à peine
en mer méridionale que la banque s'est retirée du business parce que l'entreprise rentrait dans une sanction américaine. Donc, ça devient totalement irrationnel pour les entreprises pour gérer cette question. Donc, la question, ce n'est pas une question juridique, ce n'est pas une question économique, c'est une question politique. Et donc, la solution, elle est évidemment de respecter les lois, d'abord et avant tout, mais on aura beau respecter les lois sur la corruption, je ne vois pas pourquoi on nous interdirait, alors qu'aucune loi nous l'interdit, d'aller faire du commerce avec l'Iran. Là-dessus, je ne comprends pas très bien qu'on applique la loi américaine et pas la loi de Bercy, etc. Donc, on aura beau donner tous les instruments aux entreprises, si on ne comprend pas que la solution est au niveau politique et dans le rapport de force politique, je pense que Paris l'a un peu compris avec l'affaire des sous-marins, qui passe très mal, mais je pense qu'on a encore besoin d'une pensée stratégique pour offrir de vraies solutions. Oui, oui. Bien, voilà. Bon, bah ça, en fait, la question, d'autres questions un peu complémentaires à ce qu'on vient de dire, c'est que, monsieur l'a dit, vous avez déjà répondu, en fait. Hein. C'est-à-dire que je crois, moi, je viens du monde de la grande entreprise, qui a peut-être un peu plus conscience des dangers, mais c'est que je crois qu'encore beaucoup pensent que les négociations transatlantiques vont aboutir, quoi, hein. Et c'est ça qui est un petit peu terrible. Moi, c'est ma remarque, et peut-être que vous pouvez le souligner. Et c'est peut-être là où on peut contribuer ici, c'est d'expliquer aux PME qu'en fait, ce n'est pas si facile, et le monde est un peu plus compliqué que ça, alors que les grandes entreprises sont absolument terrorisées par le gouvernement américain. Et, enfin, je confirme pour l'avoir vécu, quoi. Et vous avez vu le phénomène, hein, Bercy ne veut pas en parler, mais très clairement, il y a de l'over-compliance. C'est-à-dire que nos entreprises sont plus royalistes que le roi et font de l'over-compliance tellement elles ont peur. Du coup, on passe à côté d'énormes marchés. Et c'est dommage, parce qu'on en arrive à des extrêmes qui sont totalement absurdes. Alors, du coup, ça embête aussi les Américains, parce que tout à coup, il y a d'énormes marchés qui ne sont pas pris par des entreprises dites occidentales, dites normales, etc. Et du coup, ça crée un noir informationnel pour les États-Unis. Ils n'ont plus de capteurs pour faire remonter de l'information. Donc, oui, je pense que les PME, les ETI doivent évidemment faire leur boulot, mais c'est d'abord aux politiques de faire ce boulot-là. Oui, alors donc vous répondez à un gros thème déjà, c'est vrai. Vous voyez, il y a quelqu'un même qui dit que ce serait un bon sujet pour la présidence française de l'Union. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est ce que nous a promis le président Macron, c'est de porter ces questions-là au niveau de l'Union européenne, dans le PFUE. Mais encore une fois, je pense que nous, on n'est pas assez mature en France. On a encore besoin de maturer sur ce que c'est qu'une doctrine de sécurité économique, sur ce que c'est qu'une réflexion sur l'hyperconcurrence économique, sur ce que c'est que la guerre économique, sur comment on se positionne, etc. Rendez compte que l'affaire des sous-marins, c'est quand même extraordinaire, mais en 2007, les Américains ont fait le même coup en Inde. L'entreprise européenne Eurocopter avait gagné le contrat en Inde. Il a été cassé 3 ou 6 mois après par sous pression américaine, et c'est l'entreprise Bell qui l'a gagné. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'un contrat signé n'était pas un contrat gagné, et qu'il fallait continuer à faire de l'intelligence économique, etc. Absolument. On a cru qu'on avait gagné, mais non, on ne gagne que quand on reçoit l'argent du produit qu'on a vendu. Là, absolument, on a gagné. Et donc, on n'a rien appris lorsque les sous-marins sont arrivés en septembre. Tout à coup, on tombait des nues alors qu'on avait tous les éléments pour comprendre ce qui allait se passer. Alors, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de poursuivre avec les questions suivantes parce qu'il va falloir faire… Bon, juste quelques questions très rapides, et plutôt alors là dans l'ordre du pratico-pratique pour nos PME. Est-ce que vous avez connaissance de la prise de contact par des PME ou d'autres entreprises qui ont été accompagnées face à des inspections de l'administration américaine? En fait, en gros, Richard, ou est-ce qu'il y a un mécanisme d'accompagnement efficace quand on est contacté par l'administration américaine, ou on est livré à soi-même? On est livré à soi-même. On est livré à soi-même, oui. Ouais. Alors, j'ai une autre question aussi, là, j'essaie de synthétiser. En ce qui concerne le contrôle des exportations, qu'est-ce qu'il en est des réglementations chinoises et de l'adoption de son nouveau régime export control?
quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement français pour éviter aux PME de se retrouver prises en étau? Bon, c'est toujours un peu le même sujet, hein. Alors, je précise juste, quand je dis on est face à soi-même, vous avez quand même l'obligation de déclarer à Bercy, et en particulier si c'est une affaire de corruption, à l'AFA, donc l'Agence française de lutte contre la corruption, vous avez l'obligation de déclarer que vous entrez sous enquête interne des États-Unis. Donc là, on peut espérer un petit accompagnement, mais de manière générale, vous êtes assez seul. Bien. Alors, on va avancer. Alors, juste peut-être deux questions. Alors, beaucoup de craintes concernant la route de la soie. Bon, c'est un vaste programme, hein, mais en gros, est-ce que c'est bien une forme d'extraterritorialité? Je crois que vous avez déjà répondu. Et bon, quelles conséquences et quels risques pour les Européens, quoi? Bon, ça, c'est un vaste programme. Et puis, Bon, les Européens y ont répondu, enfin. Ce qu'ils appellent le Global Gateway, c'est une réponse. Donc, et c'est pas un hasard si ça arrive maintenant. Je pense que Washington a demandé aux Européens de réagir. Ils ont annoncé il y a un mois qu'ils mettraient 300 milliards d'euros sur 6 ans pour pouvoir financer des infrastructures dans la santé, dans l'éducation, etc., en dehors de l'Europe, et faire compétition face aux Chinois sur les routes de la soie. Très clairement, ce que disent la plupart des rapports, notamment des chambres de commerce en Chine, américaines et européennes, c'est de se lamenter, se plaindre du fait que les entreprises européennes et américaines ne décrochent pas suffisamment de contrats sur l'ensemble des routes de la soie, et que tout ça est un entre-soi entre les Chinois et leurs partenaires locaux. Bon, il y a une question un peu globale que je résumerai. Bon, à part le dollar, est-ce qu'il y a le risque à utiliser, par exemple, l'euro ou des crypto-monnaies, ou faire du troc, ou le mécanisme Instex? Bon, c'est peut-être un peu compliqué à répondre en 30 secondes, mais bon. Instex n'a servi à rien, strictement. Oui, on sait. Voilà. Donc, ce qui intéresse les Iraniens, c'est qu'on leur achète leur pétrole, et nous, on leur proposait simplement de vendre des légumes et des médicaments. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et là, ça prouve qu'on est toujours dans la réaction, alors que si on était dans la pensée, on serait dans l'anticipation. Et donc, quand on est dans la réaction, ben, ça sert strictement à rien. Bon, puis alors, il y a deux autres thèmes. On pourrait résumer deux autres thèmes pour terminer, mais je pense qu'on ne va pas les poser comme question et qu'on pourra les évoquer entre PME. Par exemple, si on envoie la marchandise à Jebel Ali à Dubaï et qu'on la réexporte vers l'Iran, est-ce que ça encourt un risque? On ne répond pas. Hein. Oui. Voilà. Bon. Il y a un risque, tout dépend de si vous êtes au courant ou si vous avez un soupçon de là où votre marchandise pourrait finir. Hein. Disons que la naïveté n'est pas en défense. Hein. Voilà. Bon. Merci Richard. Voilà, bon, je pense qu'on peut passer la parole maintenant peut-être à M. Raffarin, Premier ministre Raffarin, ou à M. Écoutez, volontiers. Je pense que tout cela est très intéressant, et les exemples qui ont été donnés, quelquefois, font quand même un peu froid dans le dos, parce que c'est des freins au commerce international, et on est vraiment loin de l'idéal de coopération internationale avec toutes ces manœuvres qui sont engagées. Où est le temps du beau rêve de l'OMC? On voit maintenant que c'est chaque manœuvre, mais d'une certaine manière, on constate notamment depuis cette pandémie un retour des nationalismes, disons. On a un retour des frontières. Souvenons-nous de la crise de 2008, où finalement il y a eu une coopération avec le G20, il y a eu quand même une volonté de multilatéralisme. Et là, face à un virus qui passe les frontières aisément, chaque nation a monté ses frontières justement et a construit une riposte nationale. Donc on voit bien que cette logique-là s'installe et que chacun utilise ses atouts, et donc on est dans cette situation dont parlait M. Richard Guillemin tout à l'heure, où il vaut mieux essayer de ne pas faire d'accord commercial avec le dollar, et qu'il faut mieux chercher une autre monnaie pour être à l'abri de ce côté, mais naturellement, on court des risques d'un autre côté. Et puis, mais ce qui me paraît avoir le plus de sens dans tout ce qui a été dit, c'est ce que disait Ali Ladi tout à l'heure,
sur le fait que ne croyons pas que toutes ces mesures-là soient techniques. Tout ça, c'est de la politique. C'est de la politique et qu'il faudrait qu'on soit assez lucide parce que vous parliez tout à l'heure des routes de la soie, mais et on ne peut pas à la fois insulter tous les jours et ce projet et ses acteurs et puis demander à ce qu'on gagne les marchés sur cette affaire. Enfin, c'est de la politique. Si c'était un appel d'offres avec toutes les conditions idéales, comme dans un marché public français, d'accord, on pourrait avoir des protestations. Quand on est dans une situation aujourd'hui où les États-Unis poussent l'Europe en permanence à expliquer que les projets chinois sont des projets qu'il faut essayer de combattre, il est difficile de se sentir solidaire de ce combat d'un côté et de se plaindre de ne pas avoir les marchés de l'autre. Donc, c'est une politique qu'il faut essayer d'avoir. De mon point de vue, je pense, y compris pour la protection, tout ça, je crois que ce qui resterait, si on est dans cet univers politique, ce qui resterait la meilleure arme, c'est d'essayer de discuter dans les mois prochains un accord franco-allemand de position commune sur ces questions-là. Parce qu'un accord franco-allemand, ça aura de la valeur et vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des Chinois. Donc, je reste toujours très européen. Je vois que c'est essentiel d'avoir un accord avec les Européens et d'avancer dans le rapport de force, comme vous le disiez tout à l'heure, et de faire en sorte que l'Europe soit la réponse. Mais quand l'Europe n'est pas prête, quand l'Europe si on peut avoir un accord franco-allemand, ne serait-ce que des conditions éthiques, des conditions de bonne gouvernance qui sont respectées par les uns et par les autres, et que cet accord-là, nous mettons notre force politique franco-allemande pour le faire appliquer, on aurait quelque chance, je pense, d'avancer. Mais tout ça, pour une conclusion, c'est que la conclusion, c'est que c'est politique et que notre réponse, il faut essayer de la trouver sur le terrain politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas progresser sur le terrain juridique et de faire en sorte qu'un jour, le droit soit vraiment le gouvernail du commerce international. Mais tant que ce n'est pas le cas, et tant qu'on est dans l'univers politique, il faut chercher ce qui est le plus efficace et le plus accessible. Et aujourd'hui, je pense qu'un accord franco-allemand est sans doute ce qui est le plus facile à obtenir, malgré toutes les difficultés, mais qui est le plus facile à obtenir dans ce contexte-là et qui doit avoir un impact qui n'est pas négligeable. Mais tout ça, ça dépend de l'analyse qu'on fait. Et moi, j'adhère complètement à l'analyse d'Ali dit tout à l'heure. La question, elle est politique. Donc, je cherche des réponses politiques. Je vous remercie de votre attention. Bien. À Christina, peut-être, ou monsieur l'ambassadeur de Galais, ou Christina. Donc, un grand merci à tous nos panélistes pour leurs interventions de qualité. Ce que j'ai appris, ce que je constate, c'est que le champ d'action pour nos PME s'est considérablement rétréci, qu'elles sont seules pour l'instant, enfin pratiquement, à part bien sûr les cabinets conseils spécialisés dont parlait Richard, face à cette problématique que ce sont surtout des solutions politiques, les entreprises PME n'étant pas impliquées dans ces démarches, bien sûr, donc elles sont un peu sur ce terrain de jeu qui leur échappe et en même temps, il y a quelques lueurs d'espoir, ce dont parlait Monsieur le Premier ministre, les accords franco-allemands, ça me paraît aussi être une très très bonne issue. Mieux commencer par peu avant d'arriver vers des grandes solutions qui ne sont peut-être pas atteignables actuellement. Et puis effectivement, ce repli identitaire, repli dans les frontières qui s'est accentué ces derniers temps ne facilite pas non plus les choses. Voilà. Donc pour nos PME, bon, je pense qu'il faut garder l'espoir, hein, il faut œuvrer aussi au niveau européen pour trouver d'autres solutions. Il était question aussi de cet autre chantier dont parlait Richard, qui est justement la protection des données. Donc, également, les lois qui arrivent dans ce domaine, ça va être aussi le défi des données, le défi du futur proche. Voilà, donc que des choses qui ne sont pas faciles à gérer. Et en même temps, il y a une volonté quand même de sortir sur l'arène internationale, d'exporter les produits français
qui sont des qualités. Alors, comment faire? Voilà. Donc, je ne pense pas que nous trouvons la réponse adéquate aujourd'hui, mais je vous encourage tous à lire les 2 livres qui sont récemment sortis de M. Ali Laïdi. Je vais citer le titre, Les batailles du commerce mondial. C'est le plus récent, Penser la guerre économique avec et contre Michel Foucault, qui est sorti donc en 2021. Le précédent, Le droit à la nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes, aux Actes Sud en 2019. Je crois que ce qui apparaît clairement, c'est que tout ceci est un rapport de force. Ça a été dit par Ali Laïdi. Le droit résulte de ce rapport de force, et qui est fort dit le droit. Il faut donc être fort pour faire respecter le droit. L'Europe et l'Allemagne en particulier ont un rôle à jouer. Encore faut-il qu'ils le fassent. Pour nos entreprises qui nous écoutent, je crois que les conseils très pratiques qui ont été donnés par Maître Kliman sont tout à fait judicieux. Il faut être à l'écoute, identifier les risques, contrôler du début jusqu'à la fin d'une opération à l'exportation. Et on a vu qu'une PME française, bien sûr, qui est dans un secteur qui peut être jugé sensible et qui travaille avec la défense, même si Marc Aurèle a employé un langage prudent, on voit bien que c'est pour lui un sujet de grande préoccupation. Et donc, il ne faut pas du tout négliger ce risque. Et c'est le sens de ce webinaire que nous avons organisé, c'est de montrer aux entreprises, quelle que soit leur taille, que le risque existe et a même tendance à proliférer.